Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Dans ce nouvel épisode de Chronique, nous poursuivons notre saison spéciale Happy Patient à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous recevons Giulietta, lauréate du prix Podcast avec l'Anomalie. À 32 ans, elle mène de front sa carrière de freelance et un projet profondément engagé: libérer la parole autour de la maladie. Atteinte de sclérose en plaques depuis l'âge de 20 ans, Giulietta a longtemps fait face à la solitude et à la difficulté d'accepter le diagnostic dans un contexte où les espaces de parole étaient encore rares. C'est de ce vécu qu'est né son podcast, un format qu'elle a choisi pour l'intimité qu'il permet. Épisode après épisode, elle crée un espace sûr, bienveillant, où chacun peut se raconter en toute confiance et partager son rapport à la maladie. Un épisode sincère et profondément humain qui montre combien parler peut déjà être une forme de soin. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Giulietta. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, on est dans l'édition spéciale Happy Patient, parce que tu es une des grandes gagnantes de cette année 2025. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ce qu'est l'Anomalie et pour quelqu'un qui ne le connaît pas encore? OK, donc je m'appelle, Giulietta, j'ai 32 ans, je travaille en freelance en tant que responsable produit et l'Anomalie, c'est le projet que j'ai développé depuis 3 ans. Donc c'est un podcast qui vise à ouvrir la discussion sur la maladie et le handicap. Je l'ai lancé parce que je suis moi-même patiente, ça fait 12 ans que je vis avec une sclérose en plaques et j'ai ressenti le besoin de créer quelque chose autour de cette expérience et ce qui m'a fait du bien, c'était de donner la parole aux autres. Et donc, toutes les 2 semaines, environ, j'essaie de diffuser un épisode qui invite une personne à parler de son rapport à la maladie ou au handicap. Donc les thématiques évoquées sont super larges, ça dépend, de la personne interviewée et le type de pathologie, de handicap varie aussi. Donc, je suis pas spécialisée sur une thématique donnée, c'est vraiment le rapport à la maladie ou au handicap en général. Ok, trop chouette. Donc toi, tu parlais justement du fait que tu vis avec la sclérose en plaques. Dans ta candidature à Happy Patient, je crois que tu parlais d'un long déni avant l'acceptation. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi et qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais, j'avais 20 ans moi quand j'ai appris que j'avais une SAP, donc c'est l'acronyme de Mmh. sclérose en plaques. Et je pense qu'à l'époque, il y avait moins de ressources qui étaient disponibles pour les personnes, atteintes d'une maladie ou d'un handicap en général. Les réseaux sociaux étaient pas encore ceux qu'ils enfin, n'étaient pas encore ceux qu'ils sont actuellement. Et donc je me suis sentie très seule et il y a plein de petits facteurs qui ont renforcé cette solitude. Dans ma famille, on avait peu ou pas de culture médicale, donc Mmh. pour eux, c'était un diagnostic qui était très dur à accepter ou de se projeter dans le futur avec ça. Et par ailleurs, mon neurologue a une réaction un peu étrange. J'ai eu l'impression qu'il avait honte de m'annoncer ce diagnostic et en fait, ça a eu un impact énorme sur moi puisque, bah, c'était beaucoup pour mes petites épaules à l'époque et un jour, j'ai décidé que j'étais pas malade. Je me suis dit que c'était plus simple de vivre sans cette maladie, donc j'ai arrêté d'aller chez le neurologue et je dirais que ce déni, il a duré 5 ou 6 ans quand même. Je crois que c'est qu'au bout de 7 ans, en fait, de maladie que j'ai décidé de retourner chez le neurologue. Et donc, ouais, moi, ce que je dirais, c'est qu'à l'époque, le sentiment principal, c'était celui de la solitude et de la honte, ce qui est Mmh. pas très bien. Et la manière dont j'ai essayé de repartir sur de bonnes bases, bah, ça a été, une psychothérapie, bien sûr, et puis OK. ensuite de lancer le podcast en vrai, en reprenant en parallèle, bien évidemment, mon suivi neurologique et en acceptant de vivre avec cette sclérose en plaques. Ouais, parce que ton diagnostic, enfin, tu étais très jeune quand tu as eu ce diagnostic, donc il y a toute cette phase-là de est-ce qu'on arrive à se projeter sur ce type de maladie à 20 ans? C'est ça le truc? Non, c'est ultra dur, Mmh. surtout que c'est un âge d'insouciance, 20 ans, tu commences à Mmh. peine ta vie. Moi, j'étais en troisième année de prépa, donc
J'étais, un petit moine qui lisait des livres et donc je j'attendais de commencer ma vie de jeune femme et donc ce, diagnostic a été très dur et moi j'ai eu un diagnostic en 2 étapes parce qu'en fait mon neurologue à l'époque n'a pas voulu me faire passer de ponction lombaire. Donc c'est ce qui permet vraiment, en complément des IRM, d'établir le diagnostic parce qu'il voulait pas m'accabler avec un examen, jugé intrusif et en fait, ben, ça a donné beaucoup de place au fait que je fasse ce déni et c'est seulement 7 ans plus tard que j'ai passé ma ponction lombaire et étonnamment, j'ai été super contente qu'on valide le fait que c'était bien une sclérose en plaques parce que ça m'a rongée de l'intérieur pendant 7 ans et donc j'étais contente, en fait, finalement, de pas avoir, vécu toute cette difficulté pour rien. Ouais. Et le doute, enfin, c'est sûr que si tu avais pas fait l'examen, le doute, qui persiste, c'est pire, en fait. Justement, c'est là où tu te crées des angoisses, de l'anxiété et c'est là où tu crées, toute cette partie un peu négative. Ouais, exactement et puis, en fait, à l'époque, je pensais que c'était une posture confortable de pas être malade, mais en fait, ça continuait inconsciemment à exister. J'en parlais dans des moments de vulnérabilité, mais dans la vie de tous les jours, j'y arrivais pas donc le déni, c'est vraiment un moment qui est très compliqué, en fait. C'est un moment qui est douloureux. Ça te Mmh. donne l'impression de se sentir mieux puisque, bah, de facto, j'étais plus malade. Je disais que c'était une suspicion de sclérose en plaques. En fait, je souffrais beaucoup à l'époque. Ouais, totalement. Et tu dis avoir aussi, voulu créer quelque chose de beau autour de la maladie. Moi, je voudrais savoir aussi pourquoi le format du podcast, est-ce que ça a été une évidence pour toi? Est-ce que c'était déjà un format que tu écoutais toi, personnellement? Non, c'est marrant, j'écoutais très peu de podcasts à l'époque. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que ça a été un moment où j'ai ressenti quelque chose de viscéral. J'ai eu envie de créer quelque chose. J'ai senti cette énergie et j'ai fait vers ce qui me semblait le plus naturel. Hem, Dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez timide et j'ai jamais développé de projet créatif. Donc je pense que c'est ce qui m'a semblé être le plus simple, a priori, que de lancer un podcast. Finalement, c'est pas simple, hein, le podcast. C'est vraiment pas facile, il y a beaucoup d'aspects qui sont complexes, mais avec le recul, je pense que c'était le format qui était le plus adapté à moi parce que ça crée vachement une notion d'intimité, en fait. Tout le lien Totalement. avec la communauté se joue par la voix, par la manière de parler, d'interviewer. Donc en fait, les retours que j'ai, par exemple, sur le podcast, enfin, les gens ont vraiment la sensation de me connaître et de voir un ton, donc je trouve que c'est assez chouette. Je pense que sur des sujets comme la maladie, le handicap, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner anonymement, qui ont jamais parlé de leur maladie et cetera. Donc si j'avais ajouté de la vidéo en plus, dès le début, je pense que j'aurais pas eu autant de Mmh. personnes qui seraient rendues, disponibles. Donc c'est ce qui me semblait aller de soi à l'époque, donc oui. Trop bien. Moi, j'adore le podcast, donc c'est vrai que moi, je suis une fan du format. Bah, maintenant j'en Hem, écoute plus, mais ouais, ça m'a maintenant, je non, au contraire, je suis une grosse consommatrice, mais à l'époque, non. c'est vrai que ça s'est pas mal aussi, développé, ces dernières années, donc c'est sûr que c'est un format qui parle plus que ce que ça a pu l'être il y a 5 ans, par exemple. Donc dans l'anomalie, tu abordes des sujets qui sont forts, comme l'errance médicale, les douleurs chroniques, l'étude, le travail. Est-ce qu'il y a une thématique ou un épisode qui t'a particulièrement marqué? Ouais, je me suis fait une liste, mais en fait, il y a plusieurs en vrai, dans chaque épisode, il y a quand même quelque chose à chaque fois parce que, bah, comme je te l'ai dit, c'est des sujets qui sont ultra intimes. Souvent, c'est des gens qui ont pas l'habitude de parler. Donc en fait, Mmh. quand ils se livrent, c'est fait avec beaucoup de spontanéité, et c'est vraiment très souvent de très beaux moments de partage. Néanmoins, je t'ai fait une petite sélection Mmh de mh. moi, ce qui m'a touchée. Il y a un épisode que j'ai enregistré avec un ancien collègue de travail qui s'appelle François et qui a OK. vécu, avec la maladie de B7 et en fait, il a eu des douleurs, atroces et il a vécu une situation d'errance médicale pendant 2 ans, il me semble et il parle dans cet épisode de comment le fait d'avoir un diagnostic et un traitement lui a permis de reprendre sa vie, la manière dont il s'est libéré et en fait, c'est trop beau le contraste entre toute la douleur qu'il Mmh. exprime au début et le fait qu'il a cherché à s'épanouir en vivant beaucoup, beaucoup, hem, d'expériences. Bon, en vrai, j'ai listé beaucoup trop de trucs, donc je vais juste en donner, un autre. En fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans certains des épisodes que j'ai enregistrés, c'est la notion de confiance que les gens m'ont faite. Mmh. Parce Mmh. que pour plusieurs personnes, c'était une forme de coming out que de Ouais. parler de leur maladie. Il y a 2 personnes que j'ai interviewées, 2 autres personnes qui étaient des collègues de travail, qui en avaient jamais parlé sur leur lieu de travail et elles ont décidé, donc c'est Léa et Carole, de témoigner de façon, non anonyme. Donc elles ont Mmh mh. donné leur nom. Dans l'épisode, on dit comment on s'est connues
et en fait, toutes les 2, elles ont expliqué combien leur situation était difficile. Carole, elle vit avec une spondylarthrite ankylosante et Léa, elle est Ouais. en situation d'errance médicale, mais elle a des douleurs chroniques très fortes et toutes les 2, en fait, elles se sont dit: «Je me sens à l'aise de le faire, dans ce podcast» et ça m'a touchée de vivre ce moment avec elle et ça m'a touchée, en fait, que, bah, elle soit prête à ce moment-là à verbaliser la difficulté qu'elle vivait et à dire, «Ben, j'ai porté un masque pendant longtemps et puis maintenant je suis prête à l'enlever», donc voilà. Ouais, c'est vraiment touchant et vrai que enfin, je le vois sur Apato, sur tous les épisodes qu'on peut avoir, en effet, la confiance que les gens nous donnent justement pour se livrer, pour parler de sujets qui sont, tabous, intimes et cetera. C'est tellement important et ça, c'est ce qui aide aussi les autres personnes qui sont soit en quête de diagnostic ou qui ont besoin de se retrouver, dans le parcours d'autres personnes. C'est très, très important. Ouais, surtout que enfin, je sais pas comment sont les personnes que tu interviewes, mais souvent j'ai l'impression que, les personnes que je reçois vivent avec un gros bagage qu'elles minimisent. Comme si c'était pas si gros que ça. Le fait Mmh d'en parler dans un podcast, déjà, ils se rendent compte et puis après l'entourage, en écoutant, se réalise que: «Oups, oui, effectivement, c'est pas facile de vivre avec des douleurs chroniques, quoi». Ouais, bah, c'est vrai que moi, il y a un épisode notamment, que j'ai réalisé où justement la personne m'a dit, «Bah, merci beaucoup pour cet épisode parce que c'était un peu ma séance de psy» et en fait, je l'ai diffusé à tout mon entourage, tous mes proches qui ont enfin compris ce que je pouvais vivre au quotidien et ça, Mmh, c'est hyper important. oui et d'un côté, c'est je s enfin, moi, ça me fend un peu le cœur Ouais, de me totalement. dire, Mmh. «Ah, oups, Il l'entourage a avait fallu pas ça. compris». Ouais, Ouais, c'est ça. Mmh. Donc mais au moins c'est tu vois, des petites actions comme ça qui, mises bout à bout permettent d'aider, le plus grand nombre, donc c'est chouette. oui. Toi, tu parles souvent de contexte, safe, de douceur, de bienveillance. Justement, comment tu crées cet espace de confiance, comme on le disait, pour que les personnes, elles puissent, bah, se livrer à toi? Ouais, alors encore une fois, ça part un peu de moi et de mes névroses. Je suis quelqu'un de très anxieux et de très sensible. Donc, j'ai projeté ce dont j'avais besoin sur l'expérience des personnes que je reçois et ce que je mets en place de manière générale. En fait, bon, d'abord, je vais te décrire ce qui, selon moi, est un bon épisode. Pour faire un bon épisode, il faut que la personne, elle se livre Mmh. et qu'elle se sente en confiance pour dire des choses intimes et moi, ça m'intéresse pas de faire du sensationnalisme, de tirer Mmh. les vers du nez des gens. J'ai envie que ça fasse sens et surtout que la personne ne regrette pas après, qu'elle se dise, «Purée, j'ai parlé de ce sujet qui était vraiment perso et je suis contente de l'avoir fait» et donc pour faire ça, ce que je mets en place, c'est d'abord on échange en amont. Toujours, il y a une rencontre d'au moins 1 heure où je recueille la parole de la personne, je prends des notes pour structurer mes entretiens. Ensuite, bon, bien sûr, j'explique comment se déroule, un échange parce que très souvent, les personnes que je reçois n'ont jamais parlé dans un micro, n'ont jamais parlé en interview. C'est un exercice qui est très fatigant Ouais, et ça, faut le savoir aussi pour une personne qui est malade ou en situation de handicap, cognitivement, c'est intense. Donc j'explique tout ça. Je demande toujours les triggers de la personne, parce qu'on touche à des sujets qui sont trop intimes. Je peux pas arriver avec mes gros sabots, poser une question qui va faire du mal à l'autre. Donc je fais toujours attention à bien dire, parle-moi d enfin et dis-moi tes triggers et ne ouais, m'explique pas pourquoi, mais on n'ira pas sur ces thématiques-là et ensuite, il y a 2 autres points. Pour recevoir, il faut absolument donner, donc je suis obligée de raconter beaucoup de choses de moi, que ouais, je coupe au montage généralement, mais je suis obligée de donner pour que la personne puisse rebondir, raconter des choses et le dernier élément, c'est qu'en fait, je fais systématiquement valider l'épisode à la personne et on ne diffuse pas si ça va pas et ça sécurise beaucoup les gens, en fait. ouais. J'ai toujours diffusé les épisodes parce qu'on a toujours été d'accord, mais en attendant, il y a très souvent, la peur de mal parler, de mal faire et cetera, donc redonner un peu de contrôle à l'autre, ça permet de généralement, avoir une expérience agréable. Ouais, bah, c'est ce que moi j'essaye de faire aussi à chaque épisode pareil qui est validé par la personne. En effet, de lui dire, s'il y a des sujets que tu veux pas qu'on aborde, on les aborde pas. Si on les aborde si on aborde un sujet pendant l'épisode et qu'après à réécoute, tu te rends compte que finalement ça, tu pas du tout envie que ce soit mentionné, on le supprimera et cetera et c'est vrai que je pense, on s'en rend pas compte forcément sur le coup, mais là, en t'écoutant, c'est vraiment ce qui aide justement les personnes aussi à se livrer, à avoir confiance et de pouvoir aborder tous les sujets. Ouais et puis un exemple, concret,
très souvent, dans les cas de maladie, de handicap, les gens sont frustrés, on en a parlé vis-à-vis de l'entourage, donc du type: «Mon compagnon ne comprend pas» et cetera. Ouais, Et donc c'est dit très spontanément au moment de l'enregistrement et il y a souvent des gens qui reviennent vers moi et qui me disent: «Bon, est-ce que ouais, on pourrait pas enlever un petit peu?» Et donc on laisse en substance, le fait qu'il y a une frustration vis-à-vis de l'entourage qui comprend pas, mais on va peut-être pas, voilà, laisser, le nom de la personne, concernée, pour éviter des conflits et ça permet de diffuser l'épisode et que la personne interviewée se sente à l'aise. ouais, totalement. Et justement, toi, tu donnes la voix à des multiples profils, on va dire, sur, différentes pathologies. Comment tu choisis aussi les personnes qui vont interviewer? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent? Comment ça se passe? C'est un peu les 2. Ouais. Hem Non, en vrai, maintenant, c'est plutôt les gens qui viennent vers moi. Ce dont je me suis rendu compte avec ce podcast, c'est que généralement, quand on parle de soi et de ses troubles, je parle en général, pas uniquement de Mmh. maladie et handicap, mais quand on parle de sa vulnérabilité, les gens reviennent vers nous et nous disent: «Ah tiens, moi aussi» et c'est ce qui s'est passé au début et donc c'était principalement des proches et puis maintenant, j'ai une communauté Instagram qui a grandi, donc en fait, c'est des inconnus. Donc je suis principalement contactée et les critères de choix, c'est, alors j'aime pas l'idée de choisir des maladies, des sujets, tout ça, donc si je fais 3 interviews sur la même maladie, c'est pas grave parce que c'est des rapports à la maladie qui sont différentes. Mmh. Donc par exemple, j'ai 2 épisodes sur TDAH et cyclothymie qui ont rien à voir et je suis très contente de les avoir faits tous les 2. Ce que je vais choisir, c'est le fait qu'on se sente bien ensemble, qu'il y ait qu'on se sente à l'aise et là, ce dont je me suis rendu compte récemment, c'est aussi ma capacité à interviewer correctement la personne. Il y a 2 personnes qui m'ont contactée et en lien avec des violences, sexuelles et les Mmh. conséquences que ça a eu en termes de santé et là, je me suis pas sentie à l'aise Ouais. Mmh. parce que je suis pas formée pour et que, ça touche à mes limites et donc j'aurais proposé qu'on diffuse des témoignages écrits parce que je veux pas censurer leurs paroles, mais moi, Ouais. j'arriverai pas à tenir l'interview, et à l'animer, avec qualité, quoi. Ouais, bah, c'est sage aussi de ta part de pas aller sur des terrains où tu te sens pas à l'aise et où ça pourrait blesser encore plus une personne, tu vois, sur certains sujets donc ouais, c'est important. Ouais. Et quels retours t'ont le plus touché, toi, depuis le lancement du podcast? Alors attends, le retour, moi, qui m'a le plus touchée, c'est celui de ma maman. Qui m'a dit Mmh. qu'en fait, elle non, non, mais en vrai, donc moi, quand j'ai décidé de faire mon déni, pendant 7 ans, enfin, j'ai pas décidé, mais quand j'ai fait mon Oui, déni quand pendant ça 7 s'est ans, passé. heu, Mmh. ma mère, elle a stressé pendant 7 ans parce que j'allais pas chez le neurologue et ça a été une période super dure pour elle et quand j'ai lancé le podcast, elle m'a dit qu'elle a senti que j'étais en paix et que du coup, elle était en paix elle aussi et donc ça, c'est le plus beau retour que j'ai obtenu parce que, ça, on n'en parle pas assez souvent, mais la maladie, c'est une déflagration au niveau individuel. Mais ça brûle aussi tout l'entourage et donc je suis contente de lui avoir fait du bien. Sinon alors j'en ai pris 2 de témoignages que j'ai trouvés, et qui étaient trop mignons. Il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle était en errance médicale et que ce témoignage lui a donné de se battre pour récupérer une vie un peu plus normale et je trouve ça trop beau que juste avec une interview d'1 heure, on donne envie Mmh. aux gens de se battre et il y a une autre personne qui m'a dit: «Je me suis souvent sentie très seule avec mes problèmes de santé et ton podcast fait vraiment du bien. Il m'aide à avancer vers l'acceptation de ma maladie, alors merci pour ça». Pareil, hem, se dire que quelque part on aide des gens à cheminer et à construire leur propre rapport à la maladie, alors qu'on se connaît pas, c'est trop Ouais. beau. Que c'est juste l'idée en fait d'aider des gens, juste en leur mettant à disposition une ressource que je trouve belle. Mmh. Non, c'est chouette. Et justement, ce podcast, tu es la grande gagnante du prix Happy Passion dans la catégorie, podcast. Moi, je voudrais savoir aussi, bah, qu'est-ce que cette reconnaissance, elle signifie, pour toi, pour le podcast? Ouais, alors moi, normalement, j'ai un gros syndrome de l'imposteur, donc déjà le fait d'avoir réussi à candidater, c'est énorme pour moi. L'année dernière, j'avais commencé la candidature et au moment de tourner la vidéo, je vous ai envoyé un message pour dire: «Non, je ne candidate pas». Donc cette année déjà, au niveau individuel, pour moi, ça a validé le fait que j'avais plus confiance en moi, le fait de réussir à aller au bout du process.
Le fait d'être reconnue dans mon travail, alors là, c'est énorme et en fait, moi, ça m'a juste permis de réfléchir au fait que je voulais en faire mon métier et que je voulais gagner ma vie avec ce podcast et donc ça m'a juste permis, d'aller un pas en avant, donc de me dire: «Ben, trop cool, je suis reconnue dans mon travail pour ce que je fais, il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour moi et je suis très heureuse et donc peut-être que ce serait cool de passer du bénévolat, à une activité pro et peut-être que je peux aller démarcher des entreprises ou des partenaires, pour créer des Mmh. choses. Donc, une grande légitimité au-delà du fait que ça m'a mis un baume au cœur, énorme. Trop bien. Ça, c'est vraiment, des petites paillettes pour nous. On adore recevoir ce type de retour et c'est d'autant plus important que, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui ont cet syndrome de l'imposteur et c'est important de leur dire, bah, si les projets sont chouettes, parfois on se remet pas mal en question. On se dit: «Bon», parfois ça arrive qu'on se dit: «Pourquoi je fais ça finalement?» d'avoir ces petits retours, c'est toujours un plaisir. C'est ça et puis en vrai, alors je sais pas comment sont les autres, participants au concours, mais jamais je demande à ma communauté, enfin, comment dire? J'ai des feedbacks qui sont spontanés, mais je vais pas leur demander, de me noter ou C'est de me ça, dire ce que je leur ai apporté, donc là, juste d'être reconnue, c'est énorme. trop bien. Et pour finir, si une personne malade ou en situation de handicap nous écoute aujourd'hui et soit perdue par rapport à son parcours, son rapport à la maladie, qu'est-ce que tu aimerais, lui dire? Bah, il y a plein de choses, je vais essayer d'être synthétique. Le premier truc, c'est selon moi, c'est normal d'avoir un rapport à la maladie ou au handicap qui soit fluctuant. On passe par un milliard de phases, je suis passée par le déni, la colère, la honte. Maintenant, ça va mieux. Peut-être que, dans les prochaines années, si je fais une poussée, je vais avoir peur. Je peux pas le savoir. Donc en fait, ma mon premier truc, c'est de dire, c'est OK, en fait, d'avoir plein d'émotions qui se mélangent et que tout soit flou. Le deuxième élément, c'est tu n'es pas seul. On se sent toujours seul et on a enfin, très souvent, on se sent seul et on a l'impression, que personne peut nous comprendre, surtout dans un contexte de Mmh. maladie, de handicap, c'est parfois très compliqué et heu et en fait, soit on peut trouver des gens qui traversent le même type d'épreuve que nous et trouver un écho, mais parfois il y a dans les épisodes, en fait, il y a des personnes dont je me suis sentie proche alors que j'ai pas du tout la même maladie. Ouais. Donc bref, il faut, dans la mesure du possible, essayer d'ouvrir son cœur et le dernier point, là, c'est un peu, comment dire? Faut pas hésiter à se faire aider. Mmh. Heu, je pense que sans moi, j'ai eu plusieurs psychologues qui m'ont accompagnée et psychiatres et ça fait du bien et malheureusement, moi, dans mon parcours de soins, on m'en a pas parlé du fait, d'avoir une prise en charge de psy. Mmh. Ça change beaucoup de choses et en fait, parler à une personne qui n'est pas un proche et mettre tout ce qu'on a sur le cœur et le délivrer et ben, ça permet aussi d'avancer tout en douceur et le dernier, élément et après j'arrête. Le Mmh. dernier élément, c'est qu'en fait, il faut s'écouter. Quand on se sent pas à l'aise avec Oui, comment dire? Un professionnel de santé, il faut s'autoriser à en consulter un autre si on a le temps, si on a l'opportunité et cetera. Mais c'est des choses on vit des choses qui sont traumatiques souvent quand on a un diagnostic qui est difficile et cetera et si on sent pas quelqu'un, il faut enfin, on a le droit d'aller voir quelqu'un d'autre. totalement. C'est hyper important, ça, c'est un message qu'on essaye de répéter à de nombreuses reprises sur Mapato. C'est en effet, si on ne se sent pas entendu, si on n'est pas en accord avec, ce qu'on a pu, voir, entendre et cetera lors d'un rendez-vous, ne pas hésiter à voir un deuxième, un troisième professionnel de santé parce que le plus important, c'est de se faire entendre, d'être accompagné et d'aller mieux. Donc très, très important comme sujet. Et puis on se sent souvent dans une posture un peu d'infériorité parce que, ben, bien évidemment, un médecin ou un spécialiste ou quelqu'un qui a fait des très longues études, qui est expert de son sujet et cetera, les comment dire? Les compétences, scientifiques et professionnelles n'enlèvent pas la nécessité, d'expliquer pourquoi on va réaliser tel type d'examen, quels sont les plus et les moins de tel type de traitement et cetera et des compétences, humaines qui sont nécessaires aussi pour bien prendre en charge quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai un super neurologue maintenant et ça a changé mon rapport à la maladie, en fait et je Mmh. suis contente d'aller le voir, ce qui n'était pas le cas Mmh. avant. Donc Avant, ouais. c'est voilà. Trop chouette. Bah, en tout cas, merci à toi pour, nous avoir livré aussi ton témoignage et Avec plaisir. félicitations encore pour le prix, Happy Patient.
Trop bien, bah, merci de m'avoir reçue, vraiment. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.